Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour suivre le développement de l'actualité telle qu'elle se déroule dans notre pays. Rencontre échange 204e numéro. Nous allons réfléchir une fois encore sur le bien de notre société en écoutant un autre son de cloche, celui de l'ANC ou si vous voulez du CAP 2015, ici représenté sur mon plateau par M. Éric Dupuis, conseiller chargé de la communication et d'éthique. M. Dupuis, merci de cette invitation. Bonjour M. Wilson, et c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons avec vous réfléchir encore sur ces faits sociopolitiques de ces derniers jours, avec notamment cette sortie médiatique du CAP 2015 pour parler de ce mémorandum que vous avez fait sortir portant justement sur la présidentielle du 25 avril dernier. Mais avant d'aborder ce sujet, parlons des préliminaires. Alors comment vous appréciez à l'ANC ou peut-être aussi au CAP 2015 bien sûr, cette période post-électorale que beaucoup qualifient d'apaisée, de calme par rapport aux précédentes qu'on a connues quand on fait référence à 2005 ou encore à 2010? Apaisé, je ne sais pas si on peut appeler ça apaisé, je ne sais pas si le mot est juste. Oui, apaisé dans la mesure où le peuple togolais a mal digéré, disons, les résultats de cette élection. Et la communauté internationale, on va en parler tout à l'heure, s'est félicitée du calme qui a régné pendant le scrutin du 25 avril 2015, en laissant de côté totalement la transparence et l'équité de cette élection qui devrait normalement permettre une alternance politique au Togo telle que souhaitée par une grande majorité du peuple togolais. Donc c'est un peu une déception de la part de nos populations, une certaine amertume que vivent les populations togolaises au lendemain de cette élection. En ce qui concerne le CAP 2015 et l'ANC, c'est une période de travail, une période de réflexion. Nous avons mis du temps, vous l'avez constaté, pour sortir ce mémorandum, pour analyser le scrutin dans sa totalité, puisque nous avons pu, pour la première fois au Togo, collecter l'intégralité des procès-verbaux en provenance des bureaux de vote. C'est un travail colossal qui a demandé plusieurs mois. D'abord, de dépouillement, de saisie informatique, de scanner, pour que tous ces éléments-là soient d'abord saisis, préservés et ensuite analysés. Les analyses continuent d'ailleurs, parce que nous pensons que c'est une richesse pour le peuple togolais, pour l'histoire du Togo, l'analyse et le traitement de ces résultats sortis des urnes en 2015. Oui, alors ma préoccupation, elle n'est pas abordée. C'est qu'on constate qu'il n'y a plus de ces manifestations de rue comme vous en avez l'habitude. On se rappelle en 2005 ou en 2010, on a battu le pavé pendant 3 ans durant. En d'autres temps, oui, d'autres moyens de lutte. Alors qu'est-ce qui explique cette option, ce nouveau moyen de lutte? Non, c'est tout simplement parce que les premiers responsables de l'ANC n'ont pas voulu, de CAP 2015, n'ont pas voulu jeter en pâture aux forces de l'ordre les populations togolaises. Rappelez-vous, le 28 avril 2015, le nombre de forces de l'ordre armées jusqu'aux dents, on a même vu dans certains quartiers des ambulances de l'armée stationnées. On se demandait pourquoi, on se demandait si le Togo était en état de siège ou en état de guerre. Donc, au vu de tout cela, nous avons préféré aller à la réflexion. Mais, attention, notre constitution dit que le pouvoir appartient au peuple togolais. Bien sûr. Il lui appartient donc, le moment venu, de dire son mot. C'est d'ailleurs l'objet de ce mémorandum. Ce mémorandum doit permettre à chaque Togolaise et à chaque Togolais de connaître la réalité de cette élection 2015. Parce que depuis toujours dans ce pays, une famille s'est accaparée le pouvoir et ne veut pas respecter la Constitution qui donne au peuple togolais cette capacité, ce droit de choisir ses dirigeants. Donc, le travail que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est d'expliquer au mieux le document, le mémorandum au peuple togolais, c'est d'appeler les populations togolaises à réfléchir sur le contenu de ce document et à comprendre
qu'il lui appartient à lui et à lui seul de décider de la reprise en main de ce droit constitutionnel qui est celui de choisir ses dirigeants réellement. Ce qui veut dire qu'on va peut-être, il faut s'attendre dans les prochains jours, je sais pas, à une quelconque manifestation? Non, je ne sais pas, ça dépend du peuple togolais. Hein. Vous savez, notre constitution dit dans son préambule, je veux vous le citer, nous, peuple togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu, je cite, proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature et l'injustice. Donc, notre constitution est assez claire. Il appartient au peuple de combattre l'injustice, de combattre les fraudes électorales et d'exiger que la personne ou les personnalités choisies par le peuple à travers les urnes soient celles qui doivent être amenées à diriger ce pays. Est-ce que ce n'est pas aussi un sentiment de lassitude que vous avez remarqué au niveau de la population Pas du tout. Qui ne sont plus très chauds, n'est-ce pas? Non. Comme au début. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Les populations... Parce que c'est comme si l'histoire se répète, quoi. Hein, les élections, les contestations, et puis après on se tait, personne ne dit rien. Mais parce que nous avons un régime qui tient entre ses mains de fer un peuple depuis plus de 50 ans. Donc automatiquement, face à la même dictature, peut-être qu'il y a la même forme de lutte, de libération. Donc ce n'est pas une question de lassitude. Je crois que le peuple togolais a reçu un coup de massue lors de cette présidentielle de 2015 et il y a la période de réflexion qui sera suivie, j'en suis persuadé, par une période de mobilisation et d'action sur le terrain. D'ailleurs, le Jean-Pierre Fabre l'a dit lors de la conférence de presse pour présenter le mémorandum. Il a dit que suite à la présentation de ce mémorandum, CAP 2015 va faire une tournée nationale de manière à expliquer à tout le peuple togolais partout où il se trouve le contenu de ce document et la nécessité d'une mobilisation générale pour que de telles fraudes n'aient plus lieu au Togo. Donc vous allez retourner vers les militants, vers la population, n'est-ce pas? Comme vous l'avez fait auparavant, avant la campagne. Mais c'est très important parce que à travers l'analyse... leur dire quoi concrètement? Mais à travers l'analyse que nous avons fait de ce document, il apparaît clairement que les populations togolaises, dans leur grande majorité, ont soutenu la candidature de Jean-Pierre Fabre par leur vote. Hein? En analysant les 24 CELI qui donnent gagnant Jean-Pierre Fabre avec plus de 53% du suffrage exprimé, en analysant cela, nous disons que ces 24 CELI, hein, si on prend les populations des préfectures représentées par ces 24 CELI, ça représente quand même plus de 63% de la population togolaise. Donc plus de 63% des populations togolaises soutiennent la candidature, ont soutenu la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Je ne veux pas dire par là... soutenu, mais est-ce qu'ils ont voté? C'est ça? Est-ce qu'il y a mais ce n'est pas... Oui. C'est-à-dire que dans une population de 4 700 000 habitants, il y a seulement une partie qui a voté. Mais quand cette partie qui est en âge de voter vote, c'est l'ensemble des populations qui est représentée par la personne. C'est la loi de la majorité. Tout à fait. Hein? Cela ne veut pas dire que dans les CELI, les 16 que nous n'avons pas pris en compte, cela ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas voté, ces Togolais n'ont pas voté pour Jean-Pierre Fabre. Mais nous disons que le contenu, les rapports, les procès-verbaux provenant de ces CELI n'ont pas de qualité suffisante pour être pris en compte. Parce que ce sont des CELI, ce sont des PV, des procès-verbaux qui renferment énormément de dysfonctionnements, énormément d'erreurs, énormément de fraudes. Et nous demandons que le décompte soit repris à travers, dans ces CELI, dans ces 16 CELI. Oui. Alors, vous avez, après réflexion, vous avez fait sortir un document que vous avez intitulé Mémorandum sur le coût de force électorale d'avril 2015 au Togo. Donc, vous continuez par réclamer la victoire de votre candidat, Jean-Pierre Fabre?
Oui, nous continuons à réclamer la victoire de M. Jean-Pierre Fabre parce que c'est ce que le peuple togolais a décidé en votant massivement pour lui. Hein? Ce mémorandum a pour objectif de démontrer les fraudes, de démontrer les partis pris des institutions parties prenantes de l'organisation des élections et l'intervention de certains responsables politiques, hein, des ministres, des directeurs de sociétés d'État qui sont intervenus dans le débat politique, qui sont même intervenus en termes d'achat de conscience et d'intimidation. Donc nous estimons que le peuple togolais a le droit d'avoir connaissance de cette réalité de cette élection du 25 avril 2015. Peut-on avoir une idée sommaire de ce mémorandum? Vous en faites vraiment beaucoup référence. Qu'est-ce que ça contient? Quelles sont les grandes lignes, très rapidement? Dans les grandes lignes, on peut situer en gros ce mémorandum en 3 grosses parties. La première partie, c'est l'analyse du dysfonctionnement de la part des institutions chargées de l'organisation. La CENI, il y a la CENI, c'est le dénombrement, la Cour constitutionnelle, la HAC, parce que vous savez très bien que la HAC n'a pas été objective pendant ces élections, n'a pas surveillé l'équité des passages des candidats sur les antennes. Et d'ailleurs, il suffit de voir la composition de la HAC aujourd'hui, c'est majoritairement RPT Unir, si on considère que l'UFC fait partie aujourd'hui de la majorité présidentielle. Donc à partir de ce moment-là, c'est une HAC totalement inféodée au régime RPT Unir. Et elle s'est comportée comme telle lors du débat électoral d'avril dernier. La Cour constitutionnelle, on y reviendra si le temps nous le permet, est amenée à modifier les résultats, la compilation des résultats. Et si vous regardez bien les résultats que la Cour constitutionnelle a donnés, si vous faites la sommation des suffrages obtenus par chaque candidat, vous n'obtenez pas 100%. Et pourtant, ils ont modifié les calculs. Vous voyez, par exemple, la Cour constitutionnelle enlève, rajoute, soustrait Lomé commune, on soustrait 100, on retouche 248, ainsi de suite. On ajuste. On se demande sur quelle base cette Cour constitutionnelle a pu modifier les résultats de cette manière si elle n'a pas pris le temps d'aller à la source de ces résultats, c'est-à-dire le décompte des bulletins de vote dans les urnes. La même chose s'est passée au niveau de la CENI. Et puis, les défaillances de la CENI, la précipitation avec laquelle les élections ont été organisées, le fichier électoral frauduleux. Nous avons dans certaines régions, par exemple dans la Bina, 137% de taux d'inscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations en âge de voter, hein, c'est-à-dire que les électeurs inscrits sont supérieurs aux votants. Non, aux populations en âge de voter. C'est ça. Et quand nous faisons ce calcul-là, nous avons pris, qu'est-ce que nous avons pris? Nous avons pris le fichier qui a été fait lors des statistiques de 2010, le recensement des populations de l'habitat de 2010. Nous avons pris tous les jeunes qui avaient 13 ans en 2010, qui doivent avoir 18 ans cette année, et plus. C'est ce que nous avons considéré en tenant compte de l'évolution des populations. Nous n'avons pas soustrait les décès puisque nous n'avons pas connaissance, ni les personnes qui ont quitté le pays, ni ceux qui sont venus. Si on rapporte ce chiffre au nombre inscrit dans la BINA, on a 137%. Est-ce que c'est normal? La CENI devait remarquer cela. 5AC, 126%. Bassard, 121%. Il y avait un travail préalable auquel vous avez été associé, n'est-ce pas? Quand il est question de la révision du fichier électoral avec l'appui de l'OIF, vous étiez associé au niveau de la CENI? Bien sûr, oui. On était associé avec l'OIF. Nous l'avons dénoncé. L'OIF a été amené à corriger certaines choses, à rappeler certaines choses. Mais nous disons que la CENI n'a pas fait son travail. Nous avions demandé à l'époque
l'audit du fichier électoral et l'OIF nous a répondu que le temps qui restait pour les élections n'était pas suffisant pour pouvoir procéder à l'audit du fichier. Et nous étions prêts à accepter de reculer la date de la présidentielle à plusieurs mois, quitte à offrir à M. Fogna-Sibé 6 mois supplémentaires. Cela ne nous posait pas de problème, à condition que le fichier qui est la base de la transparence d'une élection soit un fichier fiable. Tout dernièrement, on entendait au Ghana, l'opposition ghanéenne avait soulevé la présence dans le fichier ghanéen 80 000 Togolais. À cette question, moi j'ai dit que c'est une réalité chez nous depuis toujours, depuis des années, que nos voisins du Ghana, du Burkina, du Bénin et autres, les Peuls qui sont en transhumance au Togo, votent allègrement, et cela soutenu par le régime en place, voulu et soutenu par le régime en place. Mais cela se passe au vu, au su de tout le monde, et la communauté internationale le sait, mais ça n'aime pas. Et j'ajoute que 80 000 électeurs supplémentaires sur le fichier ghanéen, qu'est-ce que cela représente dans l'électorat ghanéen? Peanut. Mais 80 000 électeurs de trop sur un fichier togolais, ça fait 3% de l'électorat en plus. Donc ça amène à réfléchir. Au nom des dysfonctionnements, vous avez noté donc le dysfonctionnement au niveau des institutions qui ont organisé les élections. Et quoi d'autre encore dans le mémorandum? Donc première partie. Donc si on a le temps de revenir sur ces dysfonctionnements, je pense que sur la CENI, il y a beaucoup de choses à dire. Cela, sur la Cour constitutionnelle également. Mais maintenant, en dehors de cela, vous avez le comportement, si on peut l'appeler ainsi, de la communauté internationale qui n'a pas joué le rôle voulu et souhaité par le peuple togolais, c'est-à-dire nous aider à la transparence et à l'équité de l'élection. La communauté internationale s'est contentée de noter tout simplement qu'il y a eu une élection apaisée. Et même bien avant le démarrage de cette élection-là, certaines institutions aidées par l'Union européenne ou alors par les Nations Unies, le PNUD, ont dépensé des sommes pour pouvoir amener les journalistes, vos confrères, à ne parler que d'une élection apaisée, au lieu d'insister également sur l'équité de cette élection. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir une élection apaisée si le but même de l'élection, qui est le respect de la volonté populaire, si ce but-là n'est pas atteint. Aujourd'hui, le régime en place est totalement illégal, puisque issu d'un scrutin qui est totalement sorti de son cadre légal. À partir de ce moment-là, quelle est la légitimité aujourd'hui du gouvernement qui est en place? On est en droit de se le poser. Aujourd'hui, on constate que rien ne marche au Togo, l'administration ne fonctionne pas, partout on voit qu'il y a un malaise. C'est tout simplement parce que le peuple togolais ne se retrouve pas dans ses dirigeants. Et tant que le peuple togolais n'aura pas cette satisfaction de se dire, voilà, nous avons choisi ces gens-là, nous leur avons donné une mission de gérer notre pays en notre nom, tant que cela ne sera pas acquis par les populations togolaises, mais les populations togolaises ne se reconnaîtront pas dans ce qui se fait et auront l'impression de subir une dictature. Peut-être encore une question sur ce sujet, justement. Alors, 4 mois après l'élection présidentielle, concrètement, que vaut encore une réclamation, bien une revendication de la victoire, monsieur? Non. Dire que c'est une réclamation de la victoire est un raccourci. Parce qu'en réalité, l'objectif, je l'ai dit au départ, c'est de démontrer au peuple togolais que ce régime ne vit que par les fraudes. Aidé, d'une part, par les institutions chargées de l'organisation des élections, aidé par le silence de la communauté internationale, et tout un système de fraude que nous avons dénoncé. Dans les fraudes, on peut citer par exemple les bourrages d'urnes. Vous avez dans certaines
localités, on atteint 110, 105% de taux de participation. Dans un pays normal, même 100% de taux de participation est quelque chose de très difficile et appelle à des vérifications parce que appelle à des doutes. Or, nous, on a des taux de 105. Vous voyez par exemple dans la COSA, 103%, 102%, 100%, un peu partout dans tous les bureaux de vote de la COSA. Partout. Hein? Dans la COSA, le taux le plus faible de participation, c'est 95% à Sarakawa. Au bureau de vote, centre Sarakawa Marché. C'est le seul où nombre d'inscrits 268, nombre de votants 257. Ça fait 95,5%. Partout ailleurs, c'est supérieur à 100%. C'est assez curieux quand même, dans un pays qui veut aller vers un état de droit, vers une démocratie. Et ceci, on peut citer un peu partout. Vous avez des cas de fraude qui sont graves. Par exemple, des bulletins de vote. On a arrêté une personne en possession de plus de 20 bulletins de vote prévotés, hein, avec déjà, vous voyez qui est voté là-dessus. Hein. Donc, normalement, une enquête doit être diligentée pour savoir, de la part de la CENI, pour savoir comment se fait-il que des bulletins de vote dits sécurisés puissent circuler dans certaines régions. Et normalement, dans ces régions-là, si les enquêtes n'aboutissaient pas, il devrait y avoir annulation purement et simplement des... Avez-vous le temps de saisir les juridictions, les instances nécessaires pour ce cas de... Je continue, je vais y arriver. Oui. Il y a les procurations. Vous savez que les procurations sont réglementées. Hein. Le code électoral dit que les procurations, à l'article 110, les procurations données par les personnes visées à l'article 108 ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les autorités compétentes. Donc, légalisées. Quand on dit légalisées, ça veut dire que ce sont des procurations authentiques. Hein? Donc, légalisées par le préfet et par le président de la CELI. Or, vous savez comme moi que le président de la CELI est un magistrat. Nous avons des procurations en blanc. Qui ne portent pas de nom. Qui ne portent pas ni de nom du mandant, ni le nom du mandataire. Dans un pays normal, dans un état de droit, ces personnes devraient être poursuivies conformément à l'article 138 du Code électoral. Vous me demandez s'il y a des suites à donner à cela. Nous sommes en train d'y réfléchir parce que il n'est pas normal que des préfets, nous avons leur nom, nous avons leur signature, nous avons leur cachet sur les fiches de procuration vierges, et nous savons que les procurations vierges ont circulé en grande quantité lors de cette consultation électorale du 25 avril 2015. Je crois que même si un parti comme le nôtre ne se saisit pas de cela pour demander que justice soit faite, je pense que l'État, la Cour constitutionnelle, la CENI aurait déjà dû, avant la proclamation des résultats, s'interroger sur ces faits-là. Parce qu'ils étaient bien au courant. Nous avons également des procès-verbaux fantaisistes. On raye. Quand on lit ce procès-verbal, on voit que M. Fabre avait 0. Hein, 0. C'est marqué 0. Oui. Et ici, c'est marqué 16. Or, ici, c'est marqué 0. Quand on fait 16 en chiffres et 0 en lettres. En lettres. Et quand on fait le total, ici, suffrage exprimé 390, on met 16 et suffrage 390. Voilà. Des procès-verbaux comme ça, il y en a des tonnes. Et on valide les résultats
de ce bureau de vote. Vos représentants étaient dans ce bureau de vote, n'est-ce pas? Ils ont été chassés. Et nous avons des procès-verbaux où, apparemment, ce sont les mêmes personnes qui ont signé plusieurs fois. Donc, c'est toute une série de documents que nous avons collectés. Ce sont là les preuves matérielles, n'est-ce pas, que vous avez pu réunir? Il y en a énormément. Hein. Nous avons sélectionné quelques preuves. Pourquoi ne pas les présenter à temps? Parce que vous pouvez introduire des recours auprès de la constitutionnelle. Vous savez que le délai indique qu'il faut 48 heures après l'élection. D'abord, 48 heures après l'élection, vous savez que nous sommes un pays où les infrastructures routières sont ce qu'elles sont. Comment voulez-vous collecter les résultats provenant des 9000 bureaux de vote si vous n'avez pas les moyens d'État en moins de 48 heures? C'est totalement aberrant. Ça, c'est la première chose. Les 48 heures, c'est vraiment se moquer des populations togolaises. Si vous n'avez pas d'hélicoptère, si vous n'avez pas des avions pour aller à Saint-Cassé, pour aller dans les petits coins reculés, à Djinkassé et compagnie, vous n'aurez jamais les résultats en moins de 48 heures. C'est faux. J'entendais sur une radio la dernière fois quelqu'un dire que en 1994, ils avaient récolté tous les résultats avant minuit. À l'époque, il n'y avait que 4800 bureaux de vote. Mais je rigole bien parce qu'il ne faut pas prendre les Togolais pour des innocents. Les Togolais comprennent les choses, savent exactement la réalité de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, saisir une cour constitutionnelle que nous considérons comme totalement inféodée au régime, serait une perte de temps. Nous avons par le passé saisi la Cour constitutionnelle. La même Cour qui a validé la candidature de votre candidat. La même Cour qui est revenue 2 fois sur une décision qu'elle avait prise. Vous vous souvenez, elle avait pris une décision concernant la date du scrutin. Oui. Après l'intervention du ministre de l'administration territoriale, le président de la Cour constitutionnelle a changé son langage, a rendu 2 décisions totalement contradictoires sur un même sujet. Or, en 2010, cette même Cour constitutionnelle a rendu une décision identique à la première décision qu'elle avait donnée. À partir de ce moment-là, on est en droit de douter du sérieux et de la fiabilité de cette Cour constitutionnelle. Bien, merci Éric Dupuis. Rencontre échange 204e numéro. Nous parlons de cette période post-électorale avec ce mémorandum de CAP 2015 sorti il y a quelques semaines. Alors, si vous voulez, retour sur la période préélectorale même, avec toute cette question, cette polémique autour des réformes politiques et électorales, cette scission de l'opposition, et puis cette option même du boycott et de ceux qui ont voulu participer à cette élection. Alors, dites-nous, finalement, est-ce que vous pensez que vous avez raison d'aller à cette élection présidentielle? Oui, parfaitement. Au vu des résultats, qu'est-ce que ça a pu changer finalement? Parfaitement. Si c'était à refaire, nous referons la même chose. Je pense que les populations togolaises avaient envie de prendre part massivement à cette élection, ce qu'elles ont démontré, malgré les cafouillages au niveau du fichier électoral, malgré le cafouillage au niveau des bureaux de vote, parce que vous savez que les Togolais ne se retrouvent pas, les multiplications en dernière minute de bureaux de vote. Mais ce n'était pas mauvais en soi, en fait. Mais comment voulez-vous que les populations... D'abord, si on regarde les recommandations qui ont été faites par l'Union européenne, par l'OIF, lors des années précédentes, il était prévu qu'une formation des populations soit faite en amont pour que chacun sache exactement ce qu'il doit faire le moment venu. Cela n'a pas été fait. Les bureaux de vote ont été créés, certains bureaux de vote ont été créés le jour même du scrutin. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se trouve à Ejanawe, on change à l'école publique de Yanawe, on lui change pour le mettre à je ne sais où, comment voulez-vous que la personne puisse se retrouver? Moi-même, j'étais dans les bureaux de vote, les gens venaient se plaindre à moi, j'ai rencontré des centaines de personnes qui se plaignaient, qui ne se retrouvaient pas sur les listes électorales. Malgré cela, les gens ont voté massivement. Moi, je trouve que les gens ont voté et se sont exprimés massivement. Maintenant, l'appel, vous me parlez de l'appel au boycott. Donc le boycott n'a pas payé pour vous, hein? Non, le boycott n'a rien fait. Vous savez, même ceux qui ont appelé au boycott n'ont pas boycotté. Ils ont voté?
Bien sûr. Écoutez, vous ne pouvez pas appeler à boycotter un match de football que vous-même vous organisez, dont vous choisissez l'arbitre. Vous avez acheté le ballon vous-même et vous demandez à ce que ce match soit boycotté. Le CAR, qui est l'artisan de ce boycott, qui était au devant de ce boycott, mais était à la CENI. Ne représentait pas 2 personnes à la CENI. Donc ils auraient dû démissionner de la CENI pour être vous voulez boycotter le scrutin, pourquoi vous concourez à l'organiser? Ils étaient dans les CELI, ils étaient dans les bureaux de vote. Et puis, si vous voulez rester totalement indifférent à ce scrutin, il y a 2 protagonistes, 2 candidats qui s'opposent lors de ce scrutin. C'est M. Jean-Pierre Fabre et M. Fogna Sibé. Vous ne devez pas prendre parti. Or, le CAR a pris parti en s'attaquant personnellement, en s'attaquant partout à Jean-Pierre Fabre, nommément. Donc, à partir de ce moment-là, nous disons que le CAR n'a pas boycotté cette élection. Le CAR n'a pas eu de candidat, mais a pris activement part à cette élection. Vous savez, en 1994, l'UFC avait boycotté le scrutin législatif. Au premier tour, je crois que le CAR avait eu 7 députés, ou 10 députés, je crois, si ma mémoire, 10 députés. Et le RPT, 35. Au deuxième tour, les militants et sympathisants de l'UFC, dans un sursaut républicain, se sont mobilisés pour apporter leur suffrage au CAR, qui a permis au CAR de gagner en ce moment-là. Rappelez-vous, au deuxième tour, l'UFC n'avait plus appelé au boycott. C'est ça la réalité. Un acte identique s'est passé en France quand Lionel Jospin a été éliminé au premier tour. Toutes les populations togolaises françaises s'étaient mises derrière M. Chirac pour éviter que le Front National n'arrive au pouvoir. C'est ça qui s'est passé en 1994. Et il faut que nos amis du CAR le comprennent. Parce que le peuple togolais connaît la réalité de ce qui s'est passé. Donc ce boycott, moi je dis, ce n'est pas un boycott en soi. Et que notre participation... Il était question, n'est-ce pas, de faire des réformes avant les élections. Monsieur Wilson. Et ce discours a été entendu, servi par... Monsieur Wilson, si aujourd'hui nous avons ce dossier en face de nous, cela nous permet d'affirmer que même s'il y avait eu les réformes, ça n'aurait pas empêché ces fraudes. Ça n'aurait pas empêché. Raison de plus de ne pas aller finalement laisser M. Forcel sur le boulevard. Parce que vous l'avez accompagné finalement, c'est ce que l'opinion pense. Non, l'opinion ne pense pas cela. L'opinion ne pense pas cela. L'opinion pense que CAP 2015 a bien fait d'aller à ce scrutin. Parce que l'opinion nationale était persuadée que CAP 2015 était en position de force et en position de gagner. Parce qu'il y a un travail sur le terrain qui a été fait pendant de longs mois. Plus de 300 villes et villages visités par CAP 2015. Un travail en profondeur pendant plusieurs mois par Jean-Pierre Fabre et tous les premiers dirigeants de CAP 2015. Donc le peuple togolais, avec cette envie du changement, avait confiance et a voté massivement pour cette alternance politique. Malheureusement, la fraude existe. Donc, d'où la nécessité... Vous savez qui devait avoir la fraude, vous savez ça, non? Mais c'est la première fois qu'un parti politique au Togo possède des documents pour expliciter cette fraude. On a toujours parlé de fraude, mais on n'a jamais apporté la preuve. On n'a jamais apporté des éléments tangibles de cette fraude. Aujourd'hui, on l'a. Et à quoi ça peut servir maintenant? Mais ça va servir à quelque chose de très important, à une prise de conscience du peuple togolais. J'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé la discussion, qu'il appartient désormais au peuple togolais de faire en sorte que son vote, son choix, soit respecté dans ce pays.
Bien, alors restons encore avec CAP 2015. Hein, après la présidentielle, beaucoup de polémiques. Faut-il garder CAP 2015? Faut-il le mettre en veilleuse? Faut-il le dissoudre pour laisser les partis qui le composent, n'est-ce pas, voler de leurs propres ailes et aller sur le terrain d'après leur programme de société qu'ils ont conçu? Il y a eu cette désertion, et notamment la plus fracassante, celle du parti Santé du Peuple. Que s'est-il passé réellement? Non, vous savez, CAP 2015 vit toujours. Hein. Les partis politiques qui constituent CAP 2015 sont venus librement, hein, pour se mettre ensemble. D'une part, pour lutter pour les réformes ensemble, choisir un candidat unique, gagner les élections et gouverner ensemble. C'est en gros l'objectif de CAP 2015. À la sortie du conclave, n'est-ce pas? À la sortie du conclave. Aujourd'hui, CAP 2015 continue à travailler, se réunit régulièrement, la plénière continue à travailler, parce que CAP 2015 pense que le travail abattu par les partis politiques qui constituent CAP 2015 doit porter ses fruits. Et j'ai pour habitude de dire que nous sommes toujours en 2015 et que l'alternance politique est encore possible si, 4 mois après l'élection, si oui. Et seulement si le peuple togolais le veut. À partir du moment où le peuple togolais va prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, il n'est plus en position de choisir ses dirigeants conformément à la Constitution, je crois que le peuple togolais doit pouvoir dire non à cet état de choses. Et il faut penser que le peuple togolais suit ce qui se passe et qu'il n'est pas prêt à accepter un nouveau hold-up électoral au Togo. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles dont vous parlez tout à l'heure proviennent de l'accord politique global que nous avons signé en 2006, oui, au lendemain du drame que le Togo a connu en 2005. Nous continuons à nous battre pour ces réformes. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons observé lors de ce scrutin présidentiel, nous disons que nous ne pensons pas que l'élection puisse encore permettre une alternance politique dans ce pays si les populations togolaises ne se saisissent pas de leurs responsabilités de peuple togolais. La souveraineté nationale ne se saisissent pas de cette souveraineté nationale qui est dévolue aux populations togolaises par la Constitution. C'est ça. Alors, je reste encore dans ce contexte de la Constitution, du maintien du CAP 2015 dans l'État. On suppose que c'est un regroupement électoral pour l'alternance. L'alternance n'a pas abouti, en guillemets, et que, bon, l'élection étant passée, est-ce qu'il ne serait pas opportun quand même de mettre en veille ces activités pour pouvoir peut-être relancer sur d'autres stratégies de lutte? Pourquoi? On peut rester ensemble et réorienter notre stratégie de lutte. Nous travaillons ensemble, nous nous sentons bien ensemble. Est-ce que le CAP n'est pas affaibli par cette sortie, cette désertion? Combien de sorties de désertion? Il y a Dr Kwessan qui nous a quittés. Mais vous savez, chacun est venu librement à CAP 2015. Chacun peut partir librement à partir du moment où... D'ailleurs, les explications que M. Kwessan a données sont des explications qui sont tout à fait compréhensibles. Il a dit que ça fait 2 ans à peine que son parti est créé et qu'il a envie de travailler dans son parti. Mais à aucun moment dans son discours, il n'a mis en cause le travail abattu par CAP 2015, ni le regroupement des partis politiques. Il n'a jamais mis en cause. Donc, non. Il y a des partis comme la CDPA, le PSR, UDS Togo et l'ANC qui aujourd'hui se sentent bien ensemble parce que ils pensent que leur stratégie de lutte pour l'alternance politique
sont sensiblement semblables ou alors se rejoignent quelque part. Donc, en réponse à l'attente des populations togolaises qui ont souhaité pendant de longues années l'union ou l'unité de l'opposition, à travers CAP 2015, on peut retrouver cette union. Aujourd'hui, il faut savoir que l'opposition togolaise, et ça aussi, c'est l'intérêt du constat que nous tirons de cette élection 2015, c'est que l'opposition togolaise aujourd'hui est formée de deux clans, hein, de deux blocs. Hein. Il y a un bloc qui veut l'alternance politique, qui veut l'édification de l'état de droit, qui se bat pour l'égalité des chances et qui œuvre pour que le Togo avance dans la démocratie. Ça, c'est le groupe CAP 2015, si on peut l'appeler ainsi, et peut-être d'autres partis qui vont rejoindre CAP 2015 demain. Je fais allusion à Clé ou d'autres partis amis. Et vous avez un autre bloc qui, lui, a une autre stratégie. La stratégie du boycott, la stratégie de vilipender leurs anciens amis. Là, ça, c'est vice-versa, hein? Vous le faites non, aussi. Non. Oui. Pas au même rythme. Pas au même rythme. Parfois, nous nous sentons obligés de répondre un peu, parce que le silence, parfois, vous savez, monter toujours, on vous croira, donc il restera toujours quelque chose. Donc, on a raconté, de temps en temps, il faut rétablir les choses, un tout petit peu sans rentrer dans la polémique. C'est bien dommage, ce déchirement pour l'avènement de la démocratie. Non, parce que nous n'avons pas la même stratégie de la conquête du pouvoir. Nous, je vous ai dit, notre position, c'est l'alternance politique, c'est l'édification de l'état de droit, hein, c'est l'égalité des chances. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce que les autres aussi pensent. Mais le moyen, c'est d'obtenir l'alternance. Or, nos amis, c'est une autre façon participationniste, collaborationniste. Bon, la dernière fois, j'étais sur une radio. Les personnalistes, c'est vous Non, parce que nous, on n'est pas à Yom là. Hein. Il y en a qui attendent qu'on les appelle pour prendre part au gouvernement. Hein. Bon, il suffit de voir au lendemain du scrutin. Ça aussi, c'est une maladie pour le Togo. C'est une maladie. Oui, chaque fois qu'on participe au gouvernement, ce n'est pas exclu. On peut être dans l'opposition et participer à l'action gouvernementale. Non, si vous vous inscrivez dans l'opposition, oui. Si vous vous inscrivez dans l'opposition, vous êtes là pour critiquer l'action gouvernementale. Oui. À partir du moment où vous êtes dans le gouvernement, vous ne pourrez plus critiquer l'action gouvernementale. À partir de ce moment-là, vous avez des cas de figure. C'est un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'ouverture. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous disons que pour un tel gouvernement, il y a des préalables qui sont importants. Vous n'allez pas participer à un gouvernement qui a violé la Constitution, qui a violé le code électoral, qui a volé le scrutin présidentiel. Il n'y a pas de raison de participer, parce que c'est comme exactement on vient vous saisir votre maison, chez vous, et qu'après on vous demande de venir faire le travail d'employé de maison dans cette même maison. Si vous avez un minimum de dignité, vous refuserez. Vous voyez? Il y a eu des cas où les gens participent au gouvernement en restant opposants. Ils ne peuvent pas rester en dehors du système. Si vous voulez rentrer dans le gouvernement, participer et faire avancer les choses, c'est parce que vous avez la conviction de faire bouger les lignes. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, à quoi cela sert-il? Sinon de se remplir les poches. C'est vous qui le dites. Alors, donc, est-ce que l'union de l'opposition est-elle encore possible? Parce que tout à l'heure, vous avez fait cas de ce deux regroupements, finalement, qui se regardent en guillemets en chaîne de faïence, parce que de chaque côté, on raconte des choses par-ci, par-là. Non, moi, je n'ai pas de haine ni de passion dans cette histoire. Hein. Ouais. Je dis tout simplement que le constat est clair, qu'il faut que le Togo se fasse à l'idée qu'il y a désormais deux oppositions. Il y a il y a deux oppositions. Oui, le cas 2015 et il appartient au peuple togolais de
de faire en sorte que celle qui est à même de porter les idéaux du peuple togolais soit soutenue par une majorité de peuple. Il n'est plus possible qu'on se retrouve encore ensemble pour faire quelque chose de commun. Oh, vous savez, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que la sagesse voudrait que chaque groupe travaille de manière séparée. Si demain, nos travaux trouvent un moyen de convergence ou qu'à un moment donné, des intérêts convergents se dessinaient, peut-être que des discussions pourraient... mais aujourd'hui, là, je parle en tant qu'Éric Dupuis, aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit sage d'être encore ensemble, d'imaginer, de se mettre encore ensemble pour quoi que ce soit, parce que ce serait une perte de temps pour tout le monde. On a évoqué des petits problèmes internes au CAP 2015, des problèmes relatifs à des bilans qui ne sont pas faits, à des comptes rendus qui ne sont pas dit à propos des appels de fonds qui ont été lancés, le financement de la campagne. Et qu'en est-il exactement? Non, ça c'est totalement, c'est une information non vérifiée, puisque je ne vois pas qui a pu dire cela, dans la mesure où, lors de la présentation du mémorandum, en présence de tous les présidents des partis qui composent le CAP 2015, le bilan a été fait, le bilan des sommes que nous avons reçues des dons, puisque nous avons fait un appel de fonds pour les bureaux de vote. Un bilan a été fait, compte par compte, donc devant les journalistes. Sauf que ça a un peu traîné, n'est-ce pas? Pourquoi ça a été traîné? On aurait dû le faire un peu plus tôt. Pourquoi? Quelle urgence y a-t-il? Bon, ok. Non, il faut donner le temps au temps. Nous avions une priorité, c'était le mémorandum. Donc pourquoi donner ce bilan avant d'établir le mémorandum? Je pense que, en concomitance avec la présentation du mémorandum, on a fait le tour de tout ce qui est lié à l'élection de 2015. Je pense que c'était tout à fait raisonnable. Et les populations togolaises l'ont bien compris ainsi. Donc vous maintenez le CAP 2015 à l'état, avec quel objectif à venir? CAP 2015, c'était la conquête du pouvoir, gagner les élections, gouverner ensemble. Nous restons dans cette logique aujourd'hui de continuer à travailler ensemble. Maintenant, les stratégies à dessiner dans les prochains jours, dans les prochains mois, il appartient au premier responsable de CAP 2015, il appartient à Mme Adjamabo Johnson, qui est la présidente. Ça, il faut le préciser parce que beaucoup... Elle est coprésidente. Oui. Elle est coprésidente avec M. Abikessa, Maître Abikessa. Ce sont les deux coprésidents de CAP 2015. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre comme on a tendance à le dire trop vite. Alors, on connaît l'histoire de ces regroupements. On a eu, dans l'histoire de notre pays, beaucoup de regroupements de partis politiques, depuis le processus démocratique jusqu'à nos jours. Récemment, c'était le FRAC, c'était le CST, et maintenant CAP 2015. En fait, est-ce qu'il faut s'attendre encore un regroupement après? On a comme impression que ça se fait et se défait au gré des circonstances et des calculs d'intérêt aussi. Mais là, je me félicite de voir que, à travers vous, le peuple togolais rend hommage à Jean-Pierre Fabre pour sa capacité à rassembler ses amis. Parce que en 2010... On le reproche aussi le contraire parfois. On va le prouver. En 2010, c'est Jean-Pierre Fabre qui a pris son bâton de maréchal, a rencontré tous les chefs de parti qui composaient l'opposition pour la création du FRAC. Avant même la création du FRAC, certains partis ont choisi de s'en aller et de ne pas opter pour la candidature unique. Le FRAC a été créé et a eu un candidat unique en 2010. Et il a continué pendant 5 ans à travailler ensemble. C'était composé de l'UFC puis l'ANC après. Le PSR, ADI, et on a toujours fonctionné pendant des mois comme ça. Et puis c'est toujours à l'initiative de Jean-Pierre Fabre que le FRAC a œuvré pour la création du CST, en ouvrant le CST aux organisations de la société civile, notamment des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. À la table de négociation pour la création du CST, toute l'opposition, y compris ceux
du bloc dont je vous parlais tout à l'heure étaient là. Nous avons travaillé ensemble, nous avons essayé de nous comprendre, nous avons essayé de tout faire. Et l'objectif, c'était de travailler ensemble pour obtenir les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. On n'a pas terminé la plateforme que certains ont choisi de partir pour quelques jours plus tard créer un autre groupement appelé Arc-en-Ciel. Nous n'avons pas critiqué cela, nous n'avons pas injurié, nous n'avons injurié personne. Puis, c'est toujours avec cette volonté de rassembler que Jean-Pierre Fabre a cherché à réunir le CST et Arc-en-Ciel à travers le fameux conclave. Parce que certains partis disaient on ne peut pas travailler ensemble tant qu'on n'aura pas évacué les différends qui minaient les partis politiques togolais. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce conclave? Les mêmes personnes ont décidé de claquer la porte. Et oui, et c'est ainsi que, toujours sous la houlette de Jean-Pierre Fabre, on a mis en place CAP 2015. Je pense qu'il faut rendre hommage, un hommage mérité à cet homme qui, inlassablement, depuis des décennies, a systématiquement cherché à rassembler l'opposition. Sans calcul politique, sans calcul politicien, sans intérêt personnel. Et ceux qui l'ont compris savent aujourd'hui que M. Jean-Pierre Fabre a une dimension de chef d'État, quelqu'un qui est capable de rassembler tout le peuple togolais. Alors finalement, au-delà de cette polémique, comment relancer le débat politique pour reprendre les sujets qui sont restés en suspens à la veille de cette présidentielle? Parce qu'après tout, on va devoir évoluer, M. Dupuis. Mais nous évoluons. Oui. Vous savez que CAP 2015 et l'ANC vit toujours, nous réagissons. La dernière fois, il y avait le problème de l'endettement du Togo. Je crois que on est intervenu, on a eu nos remarques, nous en avons parlé, même dans ce document, nous avons parlé de l'actualité politique. Nous vivons le pays. Nous vivons le pays, mais nous sommes des hommes politiques avant tout. C'est cela. Et nous disons qu'il faut améliorer le cadre électoral. Il faut que certaines choses changent fondamentalement dans ce pays, parce qu'on ne peut pas s'obstiner à refuser, à rejeter systématiquement le choix du peuple togolais. Et je vous disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas diriger un pays de cette manière-là. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous imposer indéfiniment à un peuple qui se lasse de vous. Je parlais de l'endettement tout à l'heure. Nos banques sont totalement en déconfiture. BTCI, moins 23 milliards. Pendant ce temps-là, les dirigeants de cette banque, qui ont tué la banque, sont toujours en place. Ça a été constaté par le Fonds monétaire international. Et ça, c'est toujours le même problème au Togo. Les incompétents sont toujours là. J'ai une formation bancaire. Je sais ce que ça veut dire. Si vous avez fauté, si vous n'êtes pas capable de diriger une banque, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Vous amenez la banque à la banqueroute et vous êtes toujours là à diriger cette banque-là. Et ça, je ne cite qu'un exemple. Toutes les administrations togolaises sont à la même image. La vie chère. CAP 2015 et l'ANC se préoccupent du problème de la vie chère. Aujourd'hui, le bol de maïs a plus de 800 francs. Les arachides, près de 2000. Comment voulez-vous que les peuples puissent vivre? Vous avez un pays où le salaire minimum est à 35 000 francs. Je crois que j'ai eu à en parler ici, que même si vous preniez 2 fois le SMIC, soit 70 000 francs, et que vous faites le calcul lié à votre transport, à votre loyer, à l'électricité, à l'eau, il ne vous reste pas 25 000 francs par mois pour vous nourrir, vous habiller, envoyer vos enfants à l'école, vous soigner. C'est impossible. Or, le Togo est réputé pour un pays cher. Le maïs est cher. Or, en Italie, on vient exposer nos produits agricoles
que les populations togolaises n'ont pas la possibilité d'acquérir pour leurs besoins alimentaires. On va gloser là-dessus à Milan. Or, le peuple togolais n'arrive pas à acheter le maïs quotidien pour son repas. Parce que si vous prenez celui qui gagne 70 000 francs et qui lui reste 25 000 francs, dites-moi combien de bols de maïs il va pouvoir acheter par mois à raison de 800 francs le bol. Le téléphone que tout le monde a, tout le monde, même l'enfant qui est au couple primaire a son téléphone. On nous apprend, le Fonds monétaire international nous apprend que le téléphone, la téléphonie au Togo et les services téléphoniques sont les plus chers au monde. À partir de ce moment-là, si vous-même déjà, vous qui dirigez ce pays, vous ne faites pas attention, vous n'avez pas l'écoute, vous n'écoutez pas les populations, vous êtes en position de faiblesse. Parce que les populations n'ont plus confiance en vous. Les populations ne se retrouvent pas en vous, ne se retrouvent pas dans votre gouvernance. Et on se retrouve alors dans une situation de dictature, d'injustice et de prédation de l'économie du pays. Ok. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Encore un mot, un dernier mot. On entend dire qu'il y a possibilité de dialogue encore entre l'opposition et le pouvoir. Est-ce possible et pour quelle finalité? Oh, moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant parce que nous sortons d'une élection qui a laissé beaucoup de traces, d'amertume dans le cœur et dans la tête des populations togolaises. S'il doit y avoir un dialogue ou une discussion possible, ça ne peut être qu'au sujet du contenu de ce mémorandum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à rencontrer RPT Unir, le gouvernement, pour discuter du contenu de ce mémorandum et pour leur prouver, avec nos procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote à l'appui, que vous êtes un régime illégal, vous êtes un régime illégitime. Que la seule solution qui vous reste, c'est que les 16 CELI que nous avons incriminés, qu'on reprenne le décompte, bureau de vote par bureau de vote, bulletin par bulletin, de ces 16 CELI, afin que nous puissions consolider définitivement les vrais résultats issus de l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Vous en faites une condition de négociation? Ça, c'est le respect. Hein, j'ai pour habitude de dire que si je veux discuter avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Donc, il faut que le régime RPT Unir apprenne à respecter, d'une part, ses adversaires et surtout le peuple togolais. Merci, M. Eric Dupuis. C'est moi qui vous remercie. Merci pour avoir suivi ce numéro de rencontre et échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des réflexions. Au revoir et à très vite.